Il y a urgence à réformer ce dialogue social. Le dialogue social, nous y croyons bien évidemment au MEDEF, c'est extrêmement important pour la compétitivité du pays. Aujourd'hui, il faut le réformer dans un sens de simplification, d'efficience et, je dirais, de confiance. Et oui, non, mais c'est d'abord un échec du dialogue social et des partenaires sociaux. Le dialogue social, manifestement, ne fonctionne pas. Plus d'embauche et plus de dialogue social. Il y a un dialogue social. Sur le dialogue social, est-ce que c'est utile au dialogue social? Ce dont souffre le dialogue social, c'est aussi du dialogue social. Dialogue social. Dialogue social. Non, dialogue social. Dialogue social. Dialogue social. Dialogue social. Ah, le dialogue social. Ah bah ça c'est pas compliqué. C'est l'ensemble des réunions, des rencontres, des consultations entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés, les syndicats, et les représentants du patronat, les organisations patronales, avec parfois, voire souvent, les représentants du gouvernement. Ça sert à fixer les conditions de travail, les niveaux de salaire, les conventions collectives, etc. Alors évidemment, tout ce petit monde doit se rencontrer au calme, discuter tranquillement. Au calme? On déplore qu'il soit en panne, il faut le rétablir, il faut le moderniser, il faut le simplifier, etc. La modernisation du dialogue social en entreprise. Un dialogue social au point mort depuis au moins 30 ans. L'échec du dialogue social à la française. Mais l'expression dialogue social nous met sur 3 fausses pistes. Il nous fait croire à une égalité, là où il y a une asymétrie, à une discussion entre gens de bonne compagnie, là où il y a une négociation entre puissances, et enfin une concertation dépolitisée alors que le conflit est profondément politique. Ce qui revient sans cesse en ce moment dans le débat public, c'est l'idée que les choses doivent se négocier au plus près de là où elles se déroulent. Face à des partenaires sociaux qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui essayent à 8 autour d'une même table de s'entendre sur des problématiques nationales alors qu'il n'y a qu'avec des accords de branche à 1 contre 1 que l'on peut trouver des solutions viables. Donc par exemple, plutôt à l'échelon de l'entreprise plutôt qu'au niveau national. Le dialogue social dans les entreprises, ça marche. On l'a vu, Renault, PSA, des grands accords, des accords importants. Au niveau national, c'est peut-être trop politique. Pour des raisons d'efficacité, de justice, de flexibilité. Et en apparence, on a là un beau principe de démocratie participative, de décentralisation. En réalité, c'est laisser les entreprises négocier et leur donner un champ plus large. Mais cette apparence ne tient que si l'on considère qu'il y a égalité entre les participants, qu'il y a un rapport de force équilibré entre les protagonistes. Or, les rapports dans une entreprise sont largement favorables au patron. L'entreprise est fondée sur une inégalité, et ça tient ni à l'opinion du stagiairite, ni à une quelconque théorie gauchiste. Non, ça tient à l'histoire et au droit. Il existe, entre l'employeur et l'employé, un rapport de subordination. En dernière instance, c'est le propriétaire des moyens de production qui décide. Qu'est-ce que c'est que le rapport salarial? C'est un rapport hiérarchique. C'est-à-dire c'est un rapport où il y en a un qui commande et l'autre qui doit obéir. Dissipons les malentendus. Faut pas non plus se méprendre, hein. Au quotidien, les collectifs de travail tournent. On discute, on s'engueule avec la direction, on peut avoir un patron soucieux de maintenir une bonne entente au sein des équipes, ou au contraire un gros con incapable de se remettre en question. Mais le projet reste bien celui du patron. Un salarié n'est pas un associé, c'est quelqu'un qui obéit. Son avis peut être écouté, il peut même parfois avoir plus d'expérience et d'autorité que le patron au sein du collectif de travail. Il n'empêche que c'est le propriétaire des moyens de production qui a le dernier mot sur les décisions. Qui reste, qui est engagé, quelle stratégie, délocalise-t-on? C'était vraiment très intéressant. Alors comment négocier d'égal à égal avec quelqu'un à qui on doit l'obéissance? Ce à quoi le libéral répond, aucun problème, puisque cette obéissance est consentie. Il y a bien subordination, mais le contrat de travail est libre. Vous voyez, c'est toute la différence entre l'esclavage et le rapport salarial du capitalisme. Dans l'esclavage, j'achète l'esclave, je lui retire tous ses droits. Alors que dans le capitalisme, je n'achète pas mon salarié, j'achète sa force de travail, et lui contracte avec moi librement. Parce que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On voit bien ici comment la novlangue construite autour du dialogue social vient conforter cette fiction libérale, puisque la notion de dialogue, comme pensée argumentée en commun, implique l'égalité des participants, sans quoi leur voix souffre d'un malus, et leurs arguments ne portent pas. Donc, je ne dialogue pas avec quelqu'un que je considère comme inférieur. Il n'y a pas de dialogue social sans respect de l'autre. Mon valet n'est pas un interlocuteur légitime. Je peux discuter avec mon valet, je lui donne des ordres, mais je ne dialogue pas.
On peut objecter à l'analyse libérale que l'égalité devant la loi, l'égalité juridique, ne suffit pas à effacer l'inégalité socio-économique entre les détenteurs des moyens de production, qui d'ailleurs souvent en héritent, et ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre. Le capitalisme est un système d'inégalité politique. Et c'est ça le point qui est décisif à mes yeux. Et cette inégalité politique prend naissance dans une certaine configuration de rapports sociaux, dans laquelle d'ailleurs il faut bien voir que le chantage à la survie qui s'exerce au niveau des individus se prolonge presque nécessairement en un chantage qui est exercé sur le corps social en son entier. Pour quelle raison? Mais parce que, sans surprise, le capital occupe dans la structure générale du capitalisme une position privilégiée, qui est une position d'asymétrie. Une position d'asymétrie qui vient en réalité de ce que, par définition, dans le mode de production capitaliste, le corps social remet l'intégralité de ses conditions matérielles d'existence dans les mains du capital, au bon soin du capital. Vous vous souvenez, dans le texte d'Einstein, on avait déjà évoqué cette asymétrie entre ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui sont contraints, pour pouvoir travailler, d'utiliser les moyens de production détenus par les premiers. On résume en général cette asymétrie en parlant d'affrontements entre capital et travail, ou entre patronat et salariat, ou encore entre capitalistes et travailleurs. Dissipons les malentendus. Les capitalistes, les patrons, sont souvent aussi des gens qui travaillent beaucoup. Capitalistes et travailleurs désignent ici des positions sociales, des rapports sociaux. Le capitaliste est propriétaire des moyens de production, le travailleur, pour gagner son salaire, doit être employé par le capitaliste. C'était vraiment très intéressant. Le patron a pour lui la propriété des moyens de production, la possibilité de licencier, la possibilité de délocaliser, alors que les travailleurs, eux, n'ont pas grand-chose à faire valoir, surtout en période de fort chômage, puisque leur force collective est dissoute, puisque le patron joue les individus les uns contre les autres. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? C'est pour ça qu'historiquement, les travailleurs ont toujours cherché à s'unir pour mener le combat à plus grande échelle. C'est le seul moyen pour eux d'avoir du poids. Et on voit bien que toute cette modernisation du dialogue social cherche à inverser ce sens historique. À étudier les choses entreprises ou branche par branche. Et puis il y a la manière qui a été retenue par la gauche, parce que c'est la gauche, et qui est de dire tout le monde sous la même toise, et on fait une loi qui impose. Mais le dialogue social, j'y crois. Dialogue social. Je suis pour le dialogue social. Nous ne tolérons pas, nous, État, que le dialogue social se transforme en pugilat. L'expression suggère que la négociation se déroule en climat apaisé. Bon, très bien. Une France apaisée, c'est une France qui dialogue. Au calme. L'absence de conflit apparaîtrait donc comme le préalable au dialogue. Mais le dialogue, c'est pas la même chose que la négociation. Le dialogue, on l'a vu, implique l'idée d'égalité entre les participants. Mais la négociation n'implique pas l'idée d'égalité entre les participants. Elle implique l'idée d'équilibre entre des puissances. C'est pas du tout la même chose. Mais pour qu'il y ait un dialogue social sain, il faut des partenaires de même force, des compétiteurs. Et là, on en est loin. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir négociation que si on a des éléments à faire valoir, des choses à concéder, des menaces à ne pas mettre à exécution. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. On ne négocie pas avec celui que l'on domine. On lui impose nos choix ou on lui fait la charité. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite! Est-ce que vous regrettez ces violences? On peut faire le parallèle avec la guerre et la diplomatie. On avance d'abord jusqu'au cessez-le-feu, puis après on négocie sur la base de ses conquêtes. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme? Nous disions tout à l'heure que l'absence de conflit est un préalable au dialogue. Ici c'est l'inverse. C'est le conflit qui est le préalable à la négociation. C'est la lutte qui est première pour pouvoir se poser comme interlocuteur légitime. Et ensuite, on discute, ensuite on négocie. Le conflit des routiers cette année ont montré combien nous avons du mal à nous écouter et à nous comprendre. Plus de dialogue social en France et moins de grève. Le dialogue social ne vient donc qu'enregistrer un état donné des rapports de force. Il faut d'abord se constituer comme puissance pour pouvoir négocier. Et se constituer comme puissance, pour les travailleurs, ça signifie s'unir, former des syndicats, attaquer au prud'homme, faire grève, faire chier quoi.
Si vous aviez accepté de négocier, d'être un peu plus moderne, un peu plus souple, on n'en serait pas là. Je crois à la nécessité d'avoir des acteurs responsables qui s'engagent. Je crois au dialogue social. Enfin, l'adjectif social efface complètement la dimension politique de cette opposition. Il y aurait le plan économique, où les firmes décideraient de leur stratégie business, ensuite le niveau social, cette espèce de supplément d'âme où l'on déciderait des concessions salariales, mais tout ça n'aurait rien de politique, c'est-à-dire sans aucune relation avec le pouvoir. Le pouvoir entendu comme la capacité d'arbitrer entre les gigantesques divergences d'intérêts qui traversent une société. Exactement comme l'expliquait mielleusement Ségolène Royal en 2007. Nous relancerons la croissance économique parce que nous réconcilierons les intérêts des entreprises et les intérêts des salariés. Dissipons les malentendus. Ce conflit ne vient pas du fait qu'il y aurait de la mauvaise volonté de part et d'autre, ou des méchants patrons d'un côté et de gentils salariés de l'autre, ou l'inverse, de gentils patrons qui offrent des emplois et de méchants salariés ultra-violents qui en veulent toujours plus. Une telle lecture morale est une fausse piste. Le conflit ne vient pas de la psychologie, de la subjectivité des protagonistes. Il tient à la nature d'une entreprise en régime capitaliste. C'est une situation objective. C'était vraiment très intéressant. Alors je vais essayer de vous montrer à partir d'un des aspects de ce conflit à quel point il est irréductiblement politique. Je vais évoquer le conflit autour de la répartition de la valeur. Pour bien comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la bûche de Noël. Revenons à notre entreprise. Son but est le profit, son moyen est l'ajout de valeur. On y rentre des trucs, on les transforme par du travail, c'est-à-dire on y ajoute de la valeur, puis on les vend. On partage ensuite la valeur créée entre les propriétaires des moyens de production, par exemple les dividendes, les salariés individuels, salaires directs et primes, l'État, les impôts, et les cotisations sociales, les salaires indirects. Alors question à 1000 points, sur quelle base objective effectue-t-on cette répartition? Eh bien on ne sait pas. Ce n'est pas du tout par une quelconque science que s'effectue cette répartition. Non, c'est une question éminemment politique. Tout dépend du rapport de force entre les différents camps qui font valoir leurs intérêts à un moment donné. On a du mal à imaginer que le patronat et syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc concrètement, le salaire qui est attaché à ton poste et que tu perçois en l'occupant, il a été négocié dans une convention collective. Il n'est absolument pas une sorte de mesure scientifique de la valeur que tu as produite. Il faut absolument se sortir de l'idée que la répartition est objective, qu'elle est une sorte de rémunération quasiment scientifiquement fondée de la valeur que chacun a produite. Non, cette répartition, elle est politique, elle est le fruit d'un affrontement politique qui est en constant changement. Il s'ensuit un rapport de force entre le capital et le travail, et on pourrait même dire entre le capital et le corps social tout entier, dont l'intensité va varier historiquement en fonction des configurations institutionnelles successives que le capitalisme est amené à revêtir. De même, les dividendes n'expriment pas la part objective prise par les actionnaires dans la production de valeur, elles expriment leur capacité à ponctionner une valeur produite collectivement. En nom de Dieu, faut en finir. En nom de Dieu, faut en finir. C'est pas du syndicalisme, c'est de la violence gratuite qui ne sert à rien. J'insiste bien sur la dimension politique de cet affrontement, non par goût du conflit, du rapport de force ou de la violence. Au contraire, je pense qu'une société juste est une société qui ne nie pas, qui n'est pas dans la dénégation des rapports de force qui la traversent, même de la violence qui la travaille. Si nous voulons éviter les confrontations, les violences, les divisions, les stigmatisations, il faut dialoguer. Et j'affirme que nier le conflit autour de la valeur, par exemple, nier les divisions, les rapports de force, chercher à dépolitiser ces conflits, c'est ça au contraire qui est irresponsable, parce que le conflit, il est toujours là. Et si on est sans cesse dans la dénégation, eh ben tôt ou tard ça pète. La France pète, j'espère que t'as capté le concept.
Contactons tout de suite Ruud Solferino, le monsieur dialogue social du Parti socialiste. Alors c'est vrai, vous avez cédé à toutes les exigences du patronat ? Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Mais jamais vous avez eu l'impression de vous faire un tout petit peu embrouiller ? J'ai rendu service normalement, je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur, si je savais. Des promesses d'emploi jamais honorées depuis des décennies, non ? Non, je savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous. Mais enfin, ils ont vraiment l'air sincères et honnêtes ? Non, je les connais pas du tout, ni d'avant, ni de...